Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas une phrase dure prononcée sur une tribune. C'est la possibilité réelle que le principal outil de projection de puissance des États-Unis soit directement remis en cause dans le Golfe, en pleine négociation diplomatique. Quand Ali Khamenei affirme que l'Iran peut envoyer les porte-avions américains au fond de la mer, il ne se contente pas de monter le ton. Il teste la crédibilité de la dissuasion navale américaine face à Donald Trump. Trump parle d'accord. Il affirme que Téhéran ne souhaiterait pas subir les conséquences d'un refus de négocier. Mais dans le même temps, deux groupes d'attaque navale se positionnent dans la région. Diplomatie indirecte à Genève. Exercice militaire dans le détroit d'Ormuz. Déclaration publique de menaces directes. 3 mouvements simultanés. Ce n'est pas du bruit. C'est une convergence stratégique. Je suis Gisèle, et vous êtes sur Arsan, là où nous analysons les structures, pas seulement les événements. Le 17 février 2026, à Tabriz, Khamenei a soigneusement choisi ses mots. Il n'a pas parlé de « résistance abstraite ». Il n'a pas recouru à des métaphores génériques. Il a mentionné une capacité concrète. Des armes capables d'atteindre des porte-avions. Au singulier. Ce choix est important. Le singulier indique la confiance dans un système déjà opérationnel, et non dans une promesse future. Dans le même temps, Washington maintient l'USS Abraham Lincoln en opération dans la région, tandis que l'USS Gerald R. Ford traverse l'Atlantique en direction du Moyen-Orient. La présence simultanée de 2 porte-avions en dehors d'un conflit déclaré est un signe. Et les signes sont un langage stratégique. Un porte-avions n'est pas seulement un navire de guerre. C'est une base aérienne flottante avec des milliers de membres d'équipage, des dizaines d'avions, des réacteurs nucléaires, des réservoirs de carburant et la capacité de projeter sa puissance à des centaines de kilomètres de la côte. Neutraliser cette plateforme, même sans la couler, modifie l'équilibre régional. Dans le vocabulaire militaire, on parle de « mission kill ». La plateforme continue de flotter, mais perd sa capacité à remplir sa fonction principale. C'est précisément ce point que l'Iran exploite. Depuis plus d'une décennie, Téhéran développe des missiles balistiques anti-navires conçus pour atteindre des cibles de grande taille. Le Khaled Phare, par exemple, a une portée estimée à environ 300 km, une vitesse comprise entre Mach 3 et Mach 4 et une ogive d'environ 650 kg. Contrairement à un missile de croisière qui vole près de la mer, il s'agit d'un vecteur balistique qui monte et descend en suivant une trajectoire élevée, générant un impact cinétique important. Mais pourquoi cela modifie-t-il le calcul stratégique? Parce qu'un impact sur le pont d'envol peut interrompre les opérations aériennes suffisamment longtemps pour compromettre toute la mission. Et dans un théâtre comme le Golfe Persique, le temps, c'est le pouvoir. Parallèlement aux déclarations de Khamenei, la garde révolutionnaire islamique a mené des exercices dans le détroit d'Ormuz avec des simulations explicites d'attaques contre des cibles représentant des porte-avions. Des tirs réels ont eu lieu. Des images ont été diffusées. Lorsque les exercices coïncident avec une menace publique, ils ne sont plus seulement en entraînement. Ils deviennent un message. Le détroit d'Ormuz n'est pas un point quelconque sur la carte. Environ 1/5 du pétrole commercialisé dans le monde y transite. Une crise militaire dans cette région ne reste pas longtemps militaire. Elle se transforme rapidement en crise énergétique, financière et politique. Nous sommes donc confrontés à une dispute de signaux. Washington renforce sa dissuasion avec des actifs navals et des systèmes de défense avancés. Téhéran répond en montrant qu'il ne considère pas ses actifs comme intouchables. La question n'est pas seulement technique. Elle ne se résume pas à « peut-il ou ne peut-il pas l'atteindre ?» La question est « l'Iran croit-il pouvoir mettre cette menace à exécution sans compromettre sa propre survie stratégique ?» La crédibilité définit l'équilibre. Si la menace est vide de sens, elle perd de sa valeur et expose sa fragilité. Si elle est réalisable, elle modifie profondément le calcul régional. Et c'est dans cette zone grise que se situe la crise actuelle. Outre le Khaled Phare, l'Iran a développé des variantes à portée étendue, comme le Zolfaghar Bazir, estimé à 700 km. Cette portée étend le rayon de couverture depuis la côte sud iranienne à une grande partie de la mer d'Oman. Les analystes militaires indiquent que ce système intègre une correction de trajectoire en phase terminale, permettant des ajustements contre des cibles mobiles. Un porte-avions se déplace à environ 30 nœuds, soit environ 55 km/h. Cela semble lent en termes terrestres, mais en mer, cela suffit pour nécessiter un suivi continu. Le défi historique des missiles balistiques anti-navires a toujours été de localiser et de suivre la cible en temps réel. Et c'est là qu'apparaît un élément sensible. Les analystes spéculent sur la possibilité que des réseaux de satellites chinois offrent une surveillance maritime complémentaire dans la région.
Il n'y a pas de confirmation publique d'une coopération opérationnelle directe. Mais cette hypothèse modifie à elle seule le calcul. Car elle réduit la principale limitation de ce type d'armement, la localisation précise de la cible en mouvement. Si des capteurs spatiaux sont intégrés à des systèmes de missiles côtiers, cela forme ce que les militaires appellent une chaîne de destruction complète. Détecter, suivre, calculer, lancer, ajuster. Une chaîne continue. Du côté américain, la réponse est également structurée en plusieurs niveaux. Le groupe d'attaque de l'USS Abraham Lincoln comprend des destroyers de classe Arleigh-Burke équipés du système Aegis, considéré comme l'un des systèmes de défense antimissiles les plus avancés au monde. Il fonctionne avec des intercepteurs tels que les SM-3 et SM-6, conçus pour neutraliser les menaces balistiques et à grande vitesse. Mais la défense n'est pas une certitude absolue. C'est une probabilité. Les systèmes fonctionnent par couches: détection précoce, interception à longue portée, défense intermédiaire et protection à courte portée. Le problème survient en cas de saturation. Et la doctrine iranienne ne mise pas sur un seul tir isolé. Elle combine plusieurs vecteurs. Missiles balistiques, missiles de croisière, navires rapides armés, drones, guerre électronique. Les tactiques dites en SM utilisent des dizaines de petits navires à grande vitesse qui attaquent simultanément depuis différentes directions. Individuellement, chaque navire peut représenter une menace limitée. Collectivement, ils mettent sous pression le système défensif adverse. À cela s'ajoutent des drones à bas prix, tels que les modèles Shahed, déjà utilisés dans d'autres théâtres de conflit. Le volume modifie le calcul. Pendant ce temps, les diplomates discutent à Genève. Nous sommes confrontés à une architecture de tension qui ne se résout pas uniquement par des discours. Chaque mouvement naval, chaque exercice, chaque déclaration publique redéfinit la marge d'erreur. La question n'est plus seulement militaire. Elle est stratégique. Jusqu'où chaque camp est-il prêt à tester la crédibilité de l'autre avant que l'équilibre ne cesse d'être théorique pour devenir opérationnel? Ce qui est testé aujourd'hui, ce n'est pas seulement la résistance d'un système de défense antimissile. C'est la logique économique et psychologique de la guerre contemporaine. Lorsque des drones à bas coût pénètrent dans l'espace aérien d'un groupe d'attaque, le calcul n'est plus seulement militaire, mais aussi financier. Chaque interception peut nécessiter un missile défensif dont le coût dépasse largement la valeur du vecteur offensif. Usure et distraction. Deux effets qui n'apparaissent pas dans les communiqués officiels, mais qui façonnent le champ opérationnel. Si les drones exercent une pression sur l'espace aérien, les navires rapides créent des tensions à la surface et les missiles balistiques descendent en trajectoire élevée depuis l'intérieur du territoire iranien, il se forme un environnement de saturation multidimensionnel. La défense n'est plus seulement une question de technologie, elle dépend désormais d'une coordination parfaite entre les différentes couches. Radar, intercepteurs, guerre électronique, couverture aérienne, commandement unifié. La question n'est plus est-il possible d'intercepter, mais est-il possible d'intercepter tout en même temps? Ces derniers jours, des incidents contrôlés ont servi de test pour cette limite. Approche de navires iraniens vers des navires américains. Interception d'un drone par un chasseur F-35 dans le Golfe. Des événements ponctuels, contenus, mais lourds de sens. Chaque approche mesure le temps de réponse. Chaque interception teste le protocole. Chaque mouvement collecte des données. Washington a répondu en élargissant le spectre aérien. Des F-22 Raptor ont été déployés dans la région. Des escadrons de F-16 ont été ajoutés. Des avions-citernes garantissent une autonomie prolongée. Le F-22 n'est pas une plateforme défensive passive. C'est un instrument de supériorité aérienne, conçu pour dominer l'espace avant que l'adversaire ne puisse opérer. Sa présence suggère une préparation à des scénarios qui vont au-delà de la simple protection des actifs navals. Lorsque des actifs de cette ampleur se concentrent dans le même théâtre géographique, la densité stratégique change. 2 porte-avions américains en opération ou en déplacement. 12 navires de surface dans la région. Des sous-marins nucléaires intégrant des groupes d'attaque. Du côté iranien, des exercices avec des tirs réels. Des démonstrations publiques de vecteurs balistiques. Des négociations indirectes se déroulant simultanément à Genève. Cette superposition crée un risque calculé. Chaque camp doit faire preuve d'une fermeté suffisante pour préserver sa crédibilité, mais ne peut franchir le seuil qui transformerait les signaux en confrontation inévitable. C'est la logique classique de la dissuasion, convaincre l'autre que le coût de l'action dépassera tout avantage stratégique. Mais ici, il y a un élément supplémentaire. Depuis des décennies, les porte-avions sont le symbole ultime de la puissance américaine. Ils permettent à Washington d'apporter sa puissance aérienne sur n'importe quelle côte sans dépendre de bases locales. Ce sont des plateformes mobiles, autosuffisantes, et à ce jour,
elles n'ont jamais été détruites par un missile balistique en situation de combat réel. L'épisode de l'USS Forrestal, en 1967, pendant la guerre du Vietnam, reste une référence historique. Un accident sur le pont a provoqué des explosions en chaîne et la mort de 134 marins. Le navire n'a pas coulé, mais il est resté hors service pendant des mois. L'impact a été opérationnel et psychologique. Et cela s'est produit sans attaque extérieure délibérée. Ce précédent révèle quelque chose d'essentiel. Il n'est pas nécessaire de couler un porte-avions pour modifier l'équilibre stratégique. Une mission kill, neutraliser la capacité de lancement et de récupération des avions, compromet déjà le cœur de la doctrine navale centrée sur les groupes d'attaque. Si un porte-avions américain était touché avec succès par un missile balistique anti-navire, même s'il restait à flot, l'effet dépasserait les dommages physiques. Les Alliés remettraient en question les garanties de sécurité. Les adversaires étudieraient le modèle. Les doctrines seraient révisées. L'architecture navale construite au fil des décennies ferait l'objet d'un débat. Mais l'autre côté du calcul est tout aussi sévère. Toute attaque réussie contre un porte-avions américain entraînerait une réponse d'une ampleur proportionnelle ou supérieure. La capacité de riposte globale des États-Unis reste inégalée. L'Iran le sait. Washington sait également qu'opérer dans une zone de saturation de missiles réduit la marge d'erreur. Le mot-clé est donc la crédibilité. Trump affirme croire que Téhéran préfère un accord aux conséquences d'une absence de négociation. Khamenei répond en suggérant que la plus grande puissance militaire du monde pourrait subir un coup dur. Les deux parties maintiennent les voies diplomatiques ouvertes tout en intensifiant leur mobilisation militaire. Historiquement, les crises qui combinent négociations actives et concentration de forces évoluent généralement de deux manières. Un retrait contrôlé avec un accord provisoire ou un incident limité qui redéfinit les règles du jeu. Le facteur sensible à ce stade est la densité simultanée des actifs. 12 navires de surface américains. Des sous-marins nucléaires accompagnant des groupes d'attaque. Des avions de supériorité aérienne déployés à un rythme accéléré. Des exercices iraniens avec des tirs réels. Des tests de réaction. Des démonstrations publiques de capacités balistiques. Le Golfe Persique a toujours été un espace de tension structurelle. Mais lorsque la rhétorique inclut la possibilité explicite d'envoyer un porte-avions au fond de la mer, l'escalade symbolique atteint un nouveau niveau. L'équilibre actuel dépend de 3 variables interdépendantes. Premièrement, l'avancement ou l'échec des négociations à Genève. Deuxièmement, l'interprétation que chaque partie fait de la volonté réelle de l'autre d'utiliser la force. Troisièmement, la probabilité d'une erreur de calcul. Les crises modernes commencent rarement par une décision formelle déclarée. Elles émergent d'une interaction accumulée. Une approche mal interprétée. Un tir mal évalué. Un radar qui capte un signal ambigu. La stratégie américaine combine pression militaire et marge diplomatique. La stratégie iranienne combine la démonstration de la vulnérabilité de l'adversaire et l'affirmation d'une capacité asymétrique. Les deux testent les limites sans les franchir pour l'instant. Mais voici le point structurel plus large. Nous assistons à un moment où la suprématie navale traditionnelle est confrontée au défi de la guerre de précision et de saturation. Les missiles balistiques anti-navires, les drones à bas coût, les vecteurs asymétriques et les intégrations possibles de capteurs spatiaux modifient le calcul historique de l'invulnérabilité. Si la dissuasion navale américaine reste incontestée après cette crise, elle en sortira renforcée. Si elle démontre une vulnérabilité opérationnelle, même partielle, elle entrera dans une nouvelle phase d'adaptation stratégique. Et c'est cette bifurcation qui transforme une déclaration faite à Tabriz en quelque chose de plus important que de la rhétorique régionale. La question finale n'est pas seulement de savoir si un missile peut atteindre un porte-avions. La question est de savoir si l'ère de l'invulnérabilité symbolique des groupes d'attaque touche à sa fin. Et si c'est le cas, comment cela réorganise-t-il l'équilibre militaire du XXIe siècle ?